Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. La semaine dernière, on parlait déjà de salaire, on parlait de la situation des entreprises haïtiennes. On va continuer à parler de ressources humaines, de capital humain, car réellement, il y a ce qu'on appelle un écart considérable entre ceux qui reçoivent un salaire élevé et ceux qui n'en ont pas, qui est extrêmement faible. Donc, c'est un débat international. Et pour le faire, nous allons comme invité M. Guy Larivière, qui est en visite en Haïti avec nous. M. Larivière, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous amène en Haïti? Je suis présentement, j'ai été invité par notre partenaire Fides Management à m'adresser à une communauté d'affaires haïtienne au sujet qui nous tient à cœur, qui est la gestion du capital humain dans tous ses sens. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partager des grandes tendances internationales en matière de gestion de capital humain et de faire un portrait, brosser un portrait pour que la situation à Haïti ne soit pas différente jusqu'à un certain point sur l'économie mondiale et des pays plus industrialisés qui vivent des crises en gestion de capital humain assez importantes. Avant d'entrer dans le sujet du jour, qui est M. Larivière? C'est bien. Moi, je suis associé propriétaire de la firme Glassford International Canada. J'ai la licence canadienne. Je fais partie de cette firme-là qui existe dans 30 pays. On est dans les top 25 firmes de recrutement intermédiaire exécutif au monde. Alors, j'ai l'opportunité de voir plusieurs pays. Je fais plusieurs mandats de recrutement de cadre intermédiaire supérieur, mais aussi j'accompagne beaucoup les organisations dans leur politique de développement organisationnel, dans la gouvernance, dans la structure. Ça fait partie d'un service qui va intégrer au niveau du recrutement intermédiaire exécutif. Quand vous dites 30 pays, 30 pays. D'horizons différents, à savoir de différents continents? Oui, absolument. On travaille autant en Asie qu'on va travailler en Afrique. On fait des pays comme en Amérique latine, l'Europe, naturellement, qui est un gros client chez nous, et le Canada et les États-Unis. Donc, culture bien différente, tout à fait. Ah, complètement, complètement. Mais est-ce que le mot commun, c'est le management? Le mot commun est effectivement management. Le mot qu'on retrouve le plus, c'est, comme je m'apprête à le dire souvent, le partenariat d'affaires. Donc, de parler de prendre des ressources humaines puis de les amener à un niveau partenaire d'affaires beaucoup plus stratégique opérationnel. Pourquoi vous dites gestion de capital humain? Pourquoi pas gestion de ressources humaines, gestion du personnel? Bien, ressources humaines, ça l'englobe, c'est un mot qui est un peu plus, je vous dirais, généraliste. Ça englobe les relations de travail, ça englobe la rémunération. Mais le capital humain en tant que tel, on s'attaque aux compétences génériques que les gens doivent avoir pour faire exercer leur métier tous les jours. Pour moi, ça a une signification beaucoup plus importante au niveau que pour un entrepreneur, il faut arrêter de penser que l'embauche ou le recrutement, c'est des frais, c'est des coûts. C'est plutôt un investissement. C'est pour ça qu'on le voit comme avec une approche de capital humain en disant que c'est un investissement qu'on met dans notre force motrice d'organisation qui va nous permettre justement d'aller chercher une meilleure profitabilité et rentabilité. Mais comment convaincre le directeur financier ou encore même directeur exécutif que lorsqu'on investit dans la formation continue, que ça va rapporter quelque chose? Le résultat, est-ce que ça apparaît? Est-ce qu'on peut évaluer tout ça? Oui, on évalue les résultats de façon quand même assez concrète. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une corporation professionnelle au Canada. On a la Corporation professionnelle des ressources humaines agréées. On fait de la même façon que la comptabilité, il y a des ressources humaines agréées également. La même chose, oui. On a une corporation professionnelle, on doit avoir des heures de formation à tous les années afin de se qualifier pour garder notre titre de l'ordre. Et de ça, on a des outils qu'on met en disposition, des formations qu'on a pour les spécialistes et les gens des business partners ressources humaines, comme je disais tantôt, des partenaires d'affaires ressources humaines, pour justement commencer à sortir de l'aspect, ce qu'on appelle, nous, en Nord-Amérique, l'aspect soft des ressources humaines, pour s'en aller vers un aspect beaucoup plus financier, capital humain, mesurable. Je vous donne un exemple. Les gens qui ont des rôles de ressources humaines pour convaincre des financiers, pour convaincre justement leurs patrons de siéger sur le conseil d'administration, de siéger au comité de direction pour faire une influence, doivent démontrer l'efficacité des politiques mises en place lors du recrutement, lors de l'évaluation de rendement et du processus de développement de la personne. Alors, on mesure à la fois
de par l'absentéisme. On mesure par la fois de par des indicateurs de performance sur la productivité des gens. Et cette productivité-là est mesurable tant au niveau des gens qui sont en industrie ou en usine manufacturière que des gens qui sont dans le secteur du service. Une compagnie avec 3 000, 4 000 employés, on arrive à avoir ça individuellement? Oui. Tout est possible individuellement, mais je vous dirais que chaque société a quand même ses réalités au niveau de sa capacité de mesurer. Alors, il s'agit que le spécialiste en ressources humaines qui est accompagné souvent par des gens qui ont ces compétences-là, parce que souvent, ces compétences-là, on ne les reçoit pas, on les voit pas tout de suite dans les entreprises. Entre autres, Fides Management accompagne ces gens-là. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler par groupe d'employés. On va isoler certains secteurs d'activité pour mesurer. Okay. C'est la première étape. Par la suite, les systèmes font en sorte qu'on est en mesure de mesurer l'individu. Mais il en demeure pas moins que tout passe par une évaluation du poste. Et quand on fait une évaluation de poste, il ne faut pas évaluer seulement les tâches au poste, mais les enjeux du poste, puis déterminer des compétences qu'on veut qui correspondent aux valeurs d'organisation. Donc, c'est un processus qui part par en haut pour s'assurer de l'arrimage puis de la vision stratégique, puis établir l'organigramme ou donc le processus de gouvernance à l'intérieur pour ensuite développer tout l'aspect opérationnel managérial. Et là, c'est là que le rôle des ressources humaines, c'est d'englober tout ça. C'est un rôle important. Les experts en sciences exactes ou sciences dures n'estiment pas que le management est une science. Et c'est des personnes, on n'arrive pas à voir. Vous dites là maintenant que vous mesurez, vous évaluez. C'est la science, mais quelles sont les différentes fonctions? Comment on peut expliquer ce que c'est le management? OK. De façon assez simple, il y a une étude qui a été publiée par le United States Labour Board, puis qui a été repris par Emploi Canada sur l'efficacité ou ce qu'on appelle, nous, le présentéisme. On est dans un ère où on demande des fonctions particulières à des employés, peu importe le niveau hiérarchique, mais on tente de mesurer l'impact sur le rendement. Les entreprises sont aux prises avec des réalités. Une des réalités, c'est qu'on a moins d'argent disponible pour notre capital humain, mais on va avoir un meilleur rendement. Donc, on travaille sur la formation puis le développement de la main-d'œuvre. Alors, on a poussé l'étude à un point à évaluer par les taux de satisfaction puis les taux de rendement avec des tableaux de bord et des indicateurs de performance spécifiques à un emploi, la possibilité que l'employé se dépasse de la limite dans laquelle on établit qu'on était prêt à payer, entre autres. Si une personne qui a été bien évaluée, bien formée, bien encadrée, a un poste sur une horaire de travail d'environ 40 heures semaine, va donner au moins 16 heures de plus de travail dans son quotidien, de par sa passion, sa détermination, puis son désir de dépassement. Pourquoi? Bonne personne, bon poste, bonne motivation, bon encadrement, bon développement de la main-d'œuvre. Une personne qui a été mal évaluée, mal choisie de poste et a été mal définie avec les compétences, va donner au moins 16 heures de moins. Donc, l'employeur va payer pour 40 heures, parce que la personne va, que ce soit un employé d'usine ou un cadre, va puncher sa carte, si je peux me permettre l'expression. Mais cette personne-là va donner seulement pour une productivité de 24 heures. Donc, on perd un 16 heures juste là. C'est un exemple d'indicateur qui fait qu'on ne peut plus parler seulement des ressources humaines comme étant sensorielles, puis axées vers une relation qui se fait sur un feeling ou un sentiment. On parle beaucoup plus maintenant comment on est en mesure de mesurer avec des indices précis la performance des gens. Productivité, compétitivité, capital humain, tous des concepts économiques très utilisés dans le monde du management. Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées pour montrer que les pays où les entreprises sont mieux gérées, la meilleure gouvernance, que ce soit au niveau secteur public ou encore secteur privé, corporate governance, est-ce qu'il y a un lien avec la qualité de vie, la prospérité, l'amélioration des conditions de vie de la population? Il y a plusieurs études qui sont en ce moment contestées ou analysées, mais ce qu'on remarque, puis c'est surtout dans des pays
scandinave, là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a été capable d'arriver à ce juste équilibre-là entre les désirs de productivité puis aller chercher le maximum de ses employés tout en gardant un équilibre travail-famille, familial, mais permettant aux employés d'aller chercher des formations personnelles pour se développer encore plus pour le bien de l'entreprise. Je donne un exemple rapide. On a vu dans des cas très particuliers où il y avait des auto-syndicalisations et par le fait au lieu de rémunérer par des postes spécifiques de travail dans les conventions collectives, on a ouvert en disant plus tu en sais, plus tu es payé, plus tu vas faire des gains, puis moins tu vas travailler. On l'a vu dans l'industrie pétrolière, c'est arrivé. Là, ce qu'on voit, on voit de plus en plus, la nouvelle génération provoque des changements dans le monde industrialisé, naturellement, provoque des changements très considérables au niveau de la conciliation travail-famille. Et là, on est rendu à des horaires flexibles, du temps partagé. On parle de plus en plus aussi de télétravail pour mieux gérer le temps. Mais ce sont des outils que, je vous dirais, les entreprises vont utiliser pour aller chercher le maximum de leurs employés. Fait qu'il y a un changement qui n'est pas une contradiction en productivité, puis on est après vivre un changement où on tente de joindre les intérêts personnels des employés aux intérêts de l'entreprise par l'entremise de la famille. Puis on le vit. Les pays scandinaves sont très avancés. Maintenant, est-ce que ces indicateurs que vous obtenez, particulièrement dans le management, les rendements, est-ce que ça permet d'avoir de meilleures relations, dans le cas de négociations, par exemple, entre les syndicats et les patrons? Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, il y a quelques projets pilotes au Québec. Il y a des villes dans les municipalités, les mairies que vous appelez ici. Il y a une révolution parce que jadis, auparavant, les mairies, c'était des endroits, des emplois gouvernementaux qui étaient protégés, des emplois à vie. On ne mesurait pas la productivité, l'argent venait de partout, puis il n'y a pas personne qui se mesurait. Bon. Depuis les 5 dernières années, il y a eu des grosses améliorations. Il y a eu des gros changements syndicaux au niveau des conventions collectives, des grosses guerres, mais les villes qui ont le mieux sorti sont les villes qui n'ont pas eu de problèmes de grève ou de syndicalisation à l'extrême. C'est des villes qui ont établi des processus, des méthodes de travail dans lesquelles ils laissaient plus de place à l'employé pour s'épanouir, en dehors des cadres de convention, qui est mesuré aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quelques villes tests qui font ça en ce moment. OK. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous parlons de la qualité de vie, du management, comment il y a des relations entre tout cela. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, m'pas gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba kote, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans manque, l'offre ses clients Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque.
Voilà, je vous rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et le dimanche soir sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Une émission que l'on reprend mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Nous avons comme invité M. Guy Larivière. Vous êtes en Haïti encore, rappelez-nous. Venir en Haïti ce jour-ci, quand même, c'est bien de vous voir. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant notre séjour en Haïti? Écoutez, je travaille avec notre partenaire qui est Fides Management, qui est très présent en Haïti. Puis le projet qui nous a tenu beaucoup à cœur lorsque Mme Barthélemy nous a approchés, nous a fait mention qu'elle avait une vision d'établir le concept de gestion du capital humain en Haïti, qui était tout à fait comme... J'expliquais un peu plus tôt, le concept qui est le plus répandu en ce moment, qui est le plus tendance au niveau je vous dirais, de l'international, des pays que moi, je peux côtoyer. Alors ça m'a énormément passionné. Et le fait que Fides Management organisait une déjeuner-causerie avec des entrepreneurs d'Haïti, à Port-au-Prince ici, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir avoir à la fois un partage, puis échanger avec eux, puis faire une contribution pour démontrer notre support, puis notre habilité de continuer avec Fides Management à développer cette approche de gestion du capital humain. Consultant international dans quelques 30 pays, donc Haïti c'est un pays de plus. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans les échanges que vous avez eus avec les Haïtiens? Bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des parallèles qui sont assez cocasse en ce moment. Dans les pays très industrialisés, on a supposément investi en formation, mais pas assez. Puis là, on est aux prises avec la démographie des boomers qui quittent. Et là, il n'y a pas de relève. Et là, c'est la crise capitale parce qu'on manque de capital humain. Et là, on essaie de s'arracher de la gestion de talent sur le marché. Mais en même temps, on doit savoir qui on va aller chercher. Haïti, à ma compréhension, en parlant avec des différents, est dans une étape où on est en période d'établir des gouvernances au niveau des structures d'entreprise. Donc, développer l'élément capital humain devient de plus en plus important parce que c'est pas une question d'avoir de la main-d'œuvre disponible, c'est d'avoir la bonne main-d'œuvre. Alors, pour les entrepreneurs haïtiens, et j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, ce qui ressort le plus important, c'est ma capacité d'aller chercher les bonnes personnes pour gérer mon entreprise, pour faire développer mon entreprise. Alors, c'est ce qui nous attire ici. Comment on peut contribuer avec notre expertise, accompagner Fides Management, justement, à aller chercher ces outils-là pour les entrepreneurs. Vous avez bien dit, dans les pays les plus avancés, il y a un problème de main-d'œuvre, parce que les gens vieillissent, que le Canada n'échappe pas. Il y a une forte migration. Et comment ça se fait à savoir cette migration? Des gens qui sortent du sud pour aller vers le nord, l'intégration au niveau du marché du travail, le choc culturel. C'est assez particulier, effectivement. Depuis les 5 dernières années, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas sollicité, premièrement, par des candidats expatriés, des gens qui vivent partout dans le monde, qui veulent venir s'installer, venir travailler à Montréal, au Québec, au Canada, aux États-Unis, qui viennent d'Europe, qui sont très diplômés, très instruits et qui ont une belle expérience, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Alors, c'est pas juste dans des milieux techniques. Les premiers expatriés, on le sait, ça a été des ingénieurs, des gens qui avaient des professions pour bâtir physiquement les opérations d'un pays. Là, on parle de gens qui ont des expertises en marketing, en vente, en ressources humaines, dans les opérations de manufacturières qui veulent venir s'installer. L'intégration se fait de façon assez importante parce qu'on a ce vide-là qui est créé par des gens qui sont partis, puis les jeunes qui sont sur le marché n'ont pas eu l'apprentissage nécessaire. Alors, ces gens-là qui arrivent de l'extérieur, ils sont en mesure de prendre des postes au niveau d'expérience qu'ils ont, puis qui donnent un nouveau cachet de main-d'œuvre accessible pour les employeurs. On a aussi la chance d'avoir un palier gouvernemental qui est quand même assez ouvert à considérer les gens. Nos politiques d'immigration pour le travail est quand même assez intéressante, qui permet aux gens d'avoir une certaine opportunité de s'installer au Canada avec des visas, puis par la suite devenir une résidence permanente, puis par la suite faire leur demande de devenir résident canadien. Par contre, dans d'autres pays dont je fais beaucoup d'affaires, on a des contraintes avec des gouvernements qui sont beaucoup protectionnistes pour les gens, qui ont une pénurie de main-d'œuvre, mais qui continuent à être très, très perfectionnistes.
protectionnistes. Maintenant, au Canada, la demande, c'est dans quel secteur particulièrement vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez pour satisfaire ce marché canadien? C'est-à-dire qu'en ce moment, les grandes tendances qu'on voit, il y a des secteurs d'économie primaire où on est allé chercher beaucoup de main-d'œuvre, des géologues, ingénieurs, dans certaines sphères d'activité très pointues. On a des gens qui commencent à venir ici pour s'installer parce qu'ils ont une expertise dans des mines à travers le monde. Ils ont travaillé dans des secteurs d'énergie assez développés. Et nous, on ne suit pas assez parce que c'était des entreprises dont les sociétés d'État fournissaient des fonds de pension avec des prestations déterminées. Donc, les gens sont partis, ils ont laissé la job, ils ont laissé l'emploi. Il y a des secteurs de relance qu'on commence à voir dans certaines activités au Canada. Dans d'autres pays, ce sont d'autres secteurs que je ne pourrais pas mentionner parce que je ne peux pas dégager les grandes tendances. Et on a parlé de capital humain. Donc, c'est des ressources humaines, c'est une étape supérieure. Maintenant, on parle surtout de capital social parce qu'on veut avoir de bonnes compétences, des ressources humaines qualifiées, mais comment les mettre ensemble pour cet esprit d'équipe qu'il faut avoir? Est-ce que c'est un défi également dans le management organisationnel? C'est un grand défi. Le grand défi, c'est d'investir dans les bonnes formations puis d'en faire l'intégration. Il faut qu'automatiquement, on soit en mesure de se faire accompagner. Nous, on fait beaucoup d'accompagnement, comme Fides Management aussi le fait en Haïti, c'est d'accompagner les entreprises justement à faire cette intégration-là entre les compétences nécessaires puis la vision de l'organisation pour arrimer puis faire grandir son capital humain pour l'amener à un autre niveau. Mais il y a une chose très importante aussi. Il faut que les ressources humaines prennent le rôle qui leur revient. Les gens des ressources humaines doivent commencer à être beaucoup plus orientés affaires, devenir des vrais partenaires d'affaires et protéger l'organisation du plus haut risque qui existe en dehors de faire un produit puis de le revendre. C'est les personnes qui sont derrière la fabrication puis la distribution de ce produit-là. Le choc culturel, comment on vit ça avec un ingénieur indien, une autre main-d'œuvre qui peut être chinoise et un informaticien qui peut être français? On a créé des nouvelles jobs pour des traducteurs. Oui, c'est vrai. Je l'ai vécu dans un de mes mandats avec Bombardier Aéronautique lors de la création du fameux C-Series, le fameux avion là, qu'on tente désespérément de vendre, qui est l'avion la plus développée au monde, avec des ailes en composite. Et toutes les pièces de cet appareil-là, au départ, ça ne sera pas un secret industriel, tout le monde le sait, c'était des pièces chinoises, de Chine. Alors, il y a beaucoup d'ingénieurs chinois qui ont atterri, des compagnies, des suppliers, des fournisseurs de pièces qui ont atterri, puis il fallait qu'ils travaillent avec les ingénieurs nord-américains dans le développement puis dans la mise en place de cet appareil. Je vous dirais qu'on a vu l'expression Homo agilitatus prendre toute sa forme. L'agilité humaine, la capacité aux ressources humaines de développer des programmes d'intégration en tenant compte des réalités culturelles. Et là, on ne parle pas du fameux débat d'accommodement raisonnable là, qu'on a vécu beaucoup au Canada, pour au Québec en particulier, mais on parle surtout comment on fait, parce qu'on a des travailleurs qui viennent avec toutes sortes de croyances religieuses, qui ont toutes sortes de mœurs, qui ont toutes sortes d'approches. Alors, c'est de là que la formation et l'intégration par la formation devient un rôle excessivement important. Et là, le management joue un rôle important, là, parce que la conception peut être réalisée par les ingénieurs canadiens, les pièces mises en place par des Chinois. Maintenant, il faut travailler ensemble pour intégrer tout ça. Donc, alors, c'est des équipes de travail que moi, j'ai constaté beaucoup d'efforts dans un plan d'intégration des équipes de travail pour partager les visions, surtout pas qu'il y ait un doute. Un doute se crée dans la tête, qu'il y a un manque de respect entre les gens, parce que moi, je m'exprime d'une façon dans ma culture, puis toi, dans la culture, tu ne t'exprimes pas de la même façon. On peut l'interpréter comme une agression verbale, comme des échanges. Et tout ça, on voit ça dans le management? On le voit. La coordination? On le voit de façon... Écoutez, un exemple, chez Fides, par le groupe CFC, il y a au-dessus de 120 formations qu'on peut prendre et développer, qui étaient prouvées, mais qu'on peut mettre au saveur de l'organisation, de la réalité de l'organisation, que ce soit une petite entreprise, petite, moyenne entreprise ou une multinationale.
il y a certains efforts qui peuvent être faits. Dans le cas d'une PPE, une petite entreprise, un propriétaire unique avec sa personne responsable des ressources humaines peut facilement commencer à mettre des programmes d'intégration pour ouvrir la possibilité d'avoir des employés mixtes qui ne sont pas juste haïtiens ou canadiens ou américains. Et ça se fait, on peut s'inspirer des modèles. Et la formation devient un élément fondamental. Fondamental. Et parce que là, qu'on parle de Bombardier ou encore la mairie de Montréal, ou qu'on parle d'une moyenne entreprise, et donc il faut qu'il y ait... cette synergie-là. Puis l'intégration par la formation. La formation devient encore, je vous dirais, la pierre angulaire. La formation, puis on va rajouter à ça un nouveau concept de coaching. Donc, le coaching s'adapte aux dirigeants, à certains piliers importants qui sont responsables de la communication puis de la gestion d'équipes de travail. Et vous avez parlé tantôt du cas de la mairie et des municipalités. Comment on a pu faire accepter aux politiciens que le management, c'est un élément fondamental? Je dois vous dire qu'il y a une de vos consoeurs qui était en Haïti la semaine dernière parlait de le sens de l'État et qui expliquait le politique versus l'administratif. Oui. Comment on arrive à faire ça? C'est un sujet qui est très intéressant que vous amenez là. Puis ça m'anime beaucoup parce que je peux vous citer 2 ou 3 municipalités importantes dans les 11 municipalités au Québec où on a su faire le lien, arrêter d'avoir un mur entre le politique et l'administratif. Et ça se fait par un directeur général, une direction générale de ville qui a l'appui du conseil, l'appui du maire et des conseillers et qui a la latitude de faire arriver les choses au niveau des ressources humaines puis du développement de la main-d'œuvre. Vous allez partager tout ça avec nous dans la 3e partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On prend la pause, on se retrouve d'ici quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui ça banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque Centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que Banque Centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque samedi 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons un invité spécial, M. Guy Larivière, qui nous parle de management, qui nous parle de coaching, tout ce qui se passe dans le monde des ressources humaines, qui a évolué en capital humain. Et là, il a touché quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les municipalités. Je dois vous dire que nous allons avoir de nouveaux maires dans le pays et en action d'ici quelques jours. Donc, je pense qu'on pourrait voir, emprunter une page de chez vous, qu'est-ce qui se passe au niveau des municipalités, parce qu'on sait que les villes maintenant deviennent des mégapoles. Lorsqu'on parle de la mairie de Montréal, j'ai eu à voir l'organigramme de cette mairie, je dis,
Ça, c'est plus qu'Haïti comme pays, en quelque sorte, tout ce qu'on... Comment on a pu évoluer pour que les politiciens qui ont vendu quelque chose à la population et qui arrivent dans un système qu'ils ne contrôlent pas à 100%, parce que ce sont des gens qui font carrière, comment on arrive à gérer ça du côté du Canada? Ben, en ce moment, dans mon expérience, au niveau des mairies ou des municipalités, il y a quand même des municipalités qui ont eu des succès. À la blague, on disait souvent fusion, diffusion, confusion. Parce qu'on confusion tôt, donc ça fait une confusion. On a vu des villes qui ont tenté de faire qui ont fait la fusion puis qui sont défusionnées par la suite. Chez vous, c'est quoi? Vous avez des intercommunalités également? On a tout simplement regardé des territoires qui étaient jadis couverts par des petites municipalités qu'on a englobées sous le chapeau d'une grosse municipalité qui est devenue une ville. Okay. Dans le cas de Montréal, c'est parce que c'était des arrondissements. On a fait des arrondissements, des maires arrondissements. On a compliqué beaucoup. Là. Mais l'objectif... Donc, il y a le gouvernement fédéral au plus haut niveau. Le gouvernement fédéral. La province. Il y a la province. Et là, il y a les mairies, donc les municipalités, qui sont régies par le gouvernement provincial. Qui ont chaque province au Canada. Donc, dans une province, il peut y avoir une municipalité. Exactement. Puis le problème, c'est les besoins de la population grandissant faisaient en sorte que les coûts pour assumer des services aux citoyens étaient de façon exponentielle. Alors, entre autres, premier coût le plus important, les coûts de la police, de la force constabulaire, les coûts des pompiers, qui sont des coûts importants. On a de la réglementation à suivre. Alors, une caserne de pompiers, ça coûte 35 millions, un camion. Alors, là, il y a des municipalités qui ne se conformaient pas aux normes. Donc, ils vendaient, ils achetaient les services d'une plus grosse ville ou d'une autre municipalité. Fait qu'en se mettant ensemble, il y a des services communs qui vont partager maintenant. Alors, ils perdaient leur identité de municipalité X pour se devenir une plus grosse ville par la suite. Et les maires sont très puissants chez vous? Bien, il y a eu, c'est un mouvement du gouvernement provincial là, qui a été élu par les citoyens du Québec, puis les maires ont vécu ça pour améliorer le service aux citoyens. C'est pour ça qu'à Montréal, c'était tellement près un de l'autre qu'on a créé une structure d'agglomération avec des maires d'agglomération. Le maire Coder, lui, qui gère même une agglomération lui seul, mais qui est maire de l'ensemble des maires, si je peux dire ainsi, mais qui est comme un genre de Sénat. J'essaie de simplifier ça, mais c'est plus compliqué. Donc, il y a plusieurs maires et il y a un maire au niveau de tout. Le maire Coder est quand même responsable de Ville-Marie, donc il est une section. Mais il siège comme maire de Montréal, il a été élu comme maire de Montréal par les citoyens, mais il a à gérer, une fois qu'ils prennent une décision au comité exécutif de Montréal, il faut qu'il fasse entériner sa décision par les maires des autres agglomérations. Alors, c'est un peu un genre de... Je vote, mais je n'ai pas la main libre de faire tout ce que je veux, là, parce que les maires ont quand même d'agglomération leur mot à dire, ce qui n'est pas le cas dans les banlieues. C'est un petit peu compliqué, mais... C'est comme ça. Une question un peu difficile. Et le budget de la mairie de Montréal, la municipalité, c'est quoi à peu près? Le budget? Oh mon Dieu! Je n'ai pas ça en tête. Par contre, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un budget énorme. J'imagine. Je vais vous donner un exemple de ville parce qu'il y a des villes où les fusions ont très, très bien fonctionné. Sur la Rive-Sud, il y a une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la 11e ville au Québec, quand même. Et ils ont fusionné une grosse municipalité qui s'appelait Saint-Luc, une ville Saint-Luc à Saint-Jean. Et là, ben, on a réussi à faire des économies de services, augmenter le niveau de service, c'est-à-dire faire des économies au niveau d'avoir des doubles services, puis commencer à mesurer nos travaux publics. Les ressources humaines sont très impliquées pour le développement de la main-d'œuvre, des formations, la nouvelle culture, parce qu'il y a toute une nouvelle culture. Quand ça fait 30 ans que tu travailles pour une mairie, puis là, tu travailles pour une nouvelle mairie reconstituée, ça ne veut pas dire que tu as le même réflexe, tu as la même culture organisationnelle. Vous n'avez pas 36 000 communes comme la France? Ben, on commence à en avoir beaucoup, mais c'est surtout dans les grosses villes, comme Montréal, Québec, mais l'ensemble des régionales, là, au niveau des municipalités, c'est pas aussi compliqué que la France. Donc, un maire va aux élections, le maire arrive dans la municipalité. Comment on gère ça? Bien, la chose la plus importante, c'est lorsqu'il arrive en municipalité, il faut savoir s'il est élu avec un conseil uni ou désuni, dans le sens que est-ce que les partisans du maire vont rentrer en majorité ou en minorité? Bon, il y a des exemples de villes où les maires ils sont en minorité, ils travaillent avec un conseil qui n'est pas uni. Alors, ça demande beaucoup de dextérité du maire pour être en mesure d'aller chercher les amendements, le plan stratégique de la ville, puis laisser la latitude au directeur général d'amener la ville afin de vivre la vision
qui se dégage du conseil de mairie. Mais le conseil de mairie, s'il n'est pas uni, il faut dégager un plan stratégique pour qu'on s'entende ensemble, pour ensuite de ça, laisser l'administratif faire leur travail. Qui nomme et qui choisit le directeur général? C'est le maire. C'est le maire. J'ai vécu une situation particulière où j'ai été embauché par la tutelle du ministère au Québec parce qu'ils ont mis une ville en tutelle, puis c'est moi qui ai été choisi comme firme de recrutement. C'était une première où on recrutait un maire, un DG, pas par le maire, mais par une tutelle. Et là, il y a eu des élections par la suite, puis le maire qui a été élu a dû assumer son nouveau directeur général. Tantôt, on parlait surtout de gestion de ressources humaines, de capital humain dans les entreprises privées. Maintenant, l'organigramme au niveau d'une mairie, ça fait quoi? C'est quand même très important. Le capital humain d'une ville, c'est probablement quelque chose qui est le plus important en termes de structure. On a plusieurs, sous un directeur d'une ville comme une grosse ville va avoir un directeur ressources humaines, va avoir une équipe de 10 à 20 personnes en ressources humaines pour gérer environ 1000 employés. Okay. Alors, tu as des conventions collectives, tu as l'aspect relations de travail, tu as tout l'aspect santé-sécurité, tu as tout l'aspect administratif, puis il y a tout l'aspect développement de la main-d'œuvre. Donc, on aurait le conseil d'administration, c'est un maire ou bien avec plusieurs? Comment vous faites ça, vous? Parce que nous, on a 3 en Haïti. 3 maires, un maire et 2 assistants. Okay, Chez vous, c'est un seul? On a un maire. Un maire. On peut avoir un maire suppléant, mais aussi à l'intérieur du conseil, il va y avoir des membres influents qui vont influencer le maire. Mais ce que je vois qui est très avant-gardiste, puis j'ai offert avec Fides Management de venir ici en Haïti avec, je connais un directeur général qui est excessivement avant-gardiste. Et ce qu'il a fait, il a cassé la barrière entre le politique et l'administratif. Et ce qu'il a mis en place, c'est des réunions. À tous les mois, il y a une réunion de conseil. Puis quand la réunion de conseil, avant la réunion de conseil, il y a une autre réunion, donc aux 2 semaines, où tous les projets, le plan stratégique est voté par le conseil. L'évolution des projets, les directions de la ville viennent le présenter aux élus. Et là, les élus prennent les positions, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Fait qu'on ne cache pas ce qui se produit une fois que le plan a été donné, comme ça se faisait dans le passé. Il n'y a pas de surprise, puis les programmes sont intégrés. Donc le maire est élu, donc il vient avec son programme, il travaille avec le directeur général, oui, mais l'application se fera par la direction générale. Fait que le programme est décidé par le conseil des élus, avec le maire, qu'ils soient unis ou pas unis. Ils finissent par... Le plan stratégique est développé, présenté par le directeur général pour correspondre à la vision des élus qui votent. Puis une fois que le plan est voté, l'exécution se fait par la direction générale et toutes les directions en dessous. Et là, le rôle des ressources humaines devient super important aussi, là. Mais tous les départements ont leur façon de livrer le plan qui a été déposé aux élus. Et le gouvernement fédéral ni le provincial n'interfèrent pas dans la gestion de la mairie? Non, ils vont intervenir. C'est arrivé là, avec il y a certaines villes qui ont été mises en tutelle dues à la corruption. Donc, la commission Charbonneau qui a été mise en place par le gouvernement provincial pour voir l'infiltration de la corruption au sein des municipalités et des compagnies de construction. Bien, ça n'a pas commencé comme ça a commencé par le financement des partis politiques. Et là, on a vite commencé à réaliser qu'il y avait un lien entre le financement des partis politiques puis l'attribution des contrats dans les municipalités. Et là, on a vu qu'il y avait de la corruption qui se faisait à ce niveau-là. Donc, c'est un volet mondial, c'est pas en Haïti qu'on vit la corruption. C'est pas juste en Haïti, c'est pas juste en Grèce, c'est pas juste en... Mais maintenant, la population, l'opinion publique réagit, crée des pressions sur les politiques. Beaucoup. Là. Beaucoup. De plus en plus, on voit que les citoyens participent aux assemblées citoyennes une fois par mois. On a beaucoup de gens qui prennent leurs droits à cœur puis qui manifestent leurs droits. Le ministre des Affaires municipales du Québec est très à l'écoute de tout ce qui se passe dans les municipalités. Ils ont quand même aussi, en ce moment, pendant qu'on se parle, c'est assez sarcastique parce que je suis ici et c'est l'Union des municipalités, qui est une association qui regroupe tous les directeurs généraux des municipalités au Québec, qui sont en plein congrès à Québec pour discuter justement de l'avenir, des nouvelles lois qui ont fait pression au lobby au gouvernement pour changer, avoir un peu plus de latitude dans la gestion des opérations quotidiennes. Et Glassford International, votre compagnie, 30% d'activité au niveau des mairies?
Il y a du business dans tout cela? Oui, on est très sollicité. Moi, j'ai 30% de mon chiffre d'affaires avec mon associé au Canada qui se font au Québec en particulier dans les mairies. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous On offrez? fait recrutement du directeur général, on fait recrutement de toutes les directions au sein de l'organisation, même jusqu'à des chefs de travaux publics. Et aussi, on est utilisé pour faire de l'analyse de développement organisationnel, donc poser des diagnostics sur les départements, comment les départements fonctionnent. Où on travaille beaucoup avec des sondages organisationnels. Et on est impliqué aussi dans certaines villes où on fait du coaching. Le génie municipal, à savoir, c'est très lourd également pour gérer l'aspect infrastructure dans les communes, dans les villes. Dépendamment des enjeux. Il y a des villes, je sais qu'ici, il y a beaucoup de reconstruction à faire, puis il y a beaucoup de travail d'établir des infrastructures adéquates pour que la population puisse bénéficier de ces services-là. Je prends l'exemple de certaines petites municipalités au Québec qui, par l'entremise de l'aide du gouvernement du Québec, vont faire des règlements d'emprunt et on évalue la richesse de la commune. Et de là, on octroie des sommes pour le développement de l'infrastructure. Et là, en ce moment, au Québec, il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui avaient été mis sur la glace avec la commission Charbonneau pour l'investigation, mais qu'aujourd'hui, les municipalités doivent faire face à des infrastructures qui sont en décrépitude, d'autres qui sont à créer parce qu'il y a des croissances. Donc, gérer une municipalité, ça demande vraiment un professionnalisme, ça demande qu'il y ait des experts pour répondre à cette forte demande de la population, il pourrait dire. Ça demande des gens qui sont experts, qui sont techniques, mais qui ont une passion, c'est de servir le citoyen adéquatement. Eh bien, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en Haïti pendant votre séjour? Ce qui m'a frappé le plus, c'est j'ai rencontré des gens qui ont un désir de faire grandir Haïti, puis qui sont ouverts d'esprit à le faire. Ça m'a frappé. Puis cette intelligence-là que j'ai pu rencontrer à travers les différentes personnes que j'ai vues à date m'apporte beaucoup d'espoir que le pays va et on sent un vent d'effervescence. Maintenant, il y a beaucoup à faire. Il faut juste pas qu'on fasse tous en même temps, puis qu'on prenne une étape à la fois, puis qu'on ait des chantiers comme société que vous vous donnez qui vont être les chantiers porteurs. Donc, Glassford et Fides, vous pensez qu'il y a un marché réel en Haïti qu'on pourrait... Absolument. Ce que je vois, c'est que les entrepreneurs haïtiens ont besoin d'avoir Fides Management pour les aider à mettre les structures de gouvernance en place. Puis nous, on peut apporter notre expertise avec Fides pour tout besoin qu'il pourrait y avoir au niveau du recrutement, mais du recrutement même dans l'évaluation. Guy Larivière, merci pour la visite et j'espère que vous allez revenir. Ah, absolument. J'ai très adoré ma visite ici et je vous remercie de l'opportunité de vous rencontrer. Merci bien. Merci. Voilà, un grand plaisir. À la semaine prochaine.